Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment d'actualité, hein. L'intelligence artificielle et la cybersécurité. On sait que l'IA, bon, ça change la donne pour la défense, mais ça crée aussi de nouvelles failles. Tout à fait. C'est une vraie révolution, mais avec son lot de défis. Alors, pour cette discussion, on s'appuie sur un ensemble de questions-réponses assez détaillées. Elles explorent les vulnérabilités, les défenses et même des techniques bien spécifiques, les GANs et l'apprentissage par renforcement. Des sujets techniques, mais essentiels à comprendre aujourd'hui. Exactement. Notre objectif, c'est d'en extraire les idées clés, comprendre comment l'IA est utilisée, comment elle est attaquée, bref, saisir ce jeu permanent entre attaquants et défenseurs. Bon, allons-y. C'est parti. Alors, pour commencer, il y a cette dualité. D'un côté, l'IA nous aide énormément, détection de fraude, d'intrusion, c'est un super outil. Indéniablement, l'IA peut analyser des volumes de données et détecter du schéma suspect bien plus vite qu'un humain. Mais de l'autre côté, on voit qu'elle devient elle-même une cible, une nouvelle surface d'attaque. Oui, et c'est ça le point crucial, comprendre cette dualité. Les systèmes d'IA, même les plus avancés, ils peuvent être trompés, corrompus, ils ne sont pas infaillibles. Justement, parlons de ces faiblesses. Les sources évoquent des termes comme exemple adverse ou empoisonnement de données. Ça veut dire quoi concrètement? Alors ce sont des attaques assez spécifiques à l'IA. Un exemple adverse, c'est une donnée, par exemple une image, qu'on modifie très très légèrement. Très légèrement. Oui, de manière souvent invisible à l'œil nu. Mais cette petite modification suffit à tromper complètement l'IA. L'exemple classique, c'est le panneau Stop modifié qu'une voiture autonome ne reconnaît plus. Ah oui, d'accord. Et l'empoisonnement? Ça a l'air encore pire. C'est plus insidieux, oui. Là, on attaque le modèle pendant sa phase d'apprentissage. On injecte volontairement des données erronées ou empoisonnées. Pendant l'entraînement. Exactement. Imaginez qu'on ajoute de fausses transactions normales dans les données d'un système antifraude. Le système apprendra mal et laissera passer de vraies fraudes plus tard. On le corrompt à la source, en quelque sorte. Waouh. Ça veut dire qu'on peut saboter un système avant même qu'il soit utilisé? Ça remet en question la confiance qu'on peut avoir. Absolument. D'où l'importance des stratégies de défense. Alors comment on fait? Comment on protège ces IA? Il n'y a pas une seule solution magique, hein. C'est plutôt une combinaison, ce qu'on appelle la défense en profondeur. Plusieurs couches de sécurité. D'accord. Et quelle technique, par exemple? Une technique clé, c'est la formation adverse. C'est une réponse directe aux exemples adverses dont on parlait. En gros, on entraîne l'IA en lui montrant ses pièges, pour qu'elle apprenne à les reconnaître. Comme un vaccin, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Ensuite, il y a l'apprentissage fédéré. Ça, c'est pour protéger la confidentialité des données. L'idée, c'est d'entraîner le modèle sur les appareils des utilisateurs sans jamais regrouper les données brutes à un seul endroit. Le clavier Gboard de Google, par exemple, utilise ça pour améliorer ses suggestions. Intéressant. Ça évite les fuites de données massives. Voilà, et on peut aussi citer la confidentialité différentielle, qui ajoute une sorte de bruit mathématique pour anonymiser les données, ou même le chiffrement homomorphe. Là, c'est encore plus fort. On peut faire des calculs sur des données qui restent chiffrées. D'accord, c'est assez technique, mais je vois l'idée générale. Multiplier les protections. C'est ça. Une autre technique qui revient souvent, ce sont les GAN, les réseaux antagonistes génératifs. C'est ce fameux duo, un générateur et un discriminateur. Précisément, un GAN, c'est comme une compétition entre deux IA. Il y a le générateur qui essaie de créer de fausses données, des images, du texte qui ressemblent au vrai. Et l'autre? Et le discriminateur, lui, essaie de démasquer le générateur. Il tente de dire si une donnée est vraie ou si elle a été créée par le générateur. En s'affrontant comme ça, les deux deviennent de plus en plus performants. Et c'est là que ça devient ambivalent. Exactement. C'est ça qui est fascinant. Côté pile, les GAN sont une menace. Ils peuvent créer des emails de phishing hyper réalistes, des deepfakes troublants. Ces fausses vidéos ou images hyper convaincantes. Oui, ils peuvent même aider à casser des mots de passe en générant des tentatives intelligentes. Mais côté face, ils sont aussi très utiles. On peut s'en servir pour générer des données d'entraînement réalistes pour d'autres IA ou pour simuler des cyberattaques afin de former des analystes. D'accord, double tranchant. Et l'apprentissage par renforcement, le RL, il joue quel rôle là-dedans? Alors, l'apprentissage par renforcement, c'est encore une autre approche. Là, on a un agent, IA, qui apprend par essai et erreur. Il explore un environnement et essaie de maximiser une récompense, un peu comme un joueur apprend à maîtriser un jeu vidéo. Et en cybersécurité, ça donne quoi? C'est très prometteur pour créer des systèmes de défense adaptatifs.
des systèmes qui apprennent et ajustent leur stratégie face à des menaces nouvelles, inconnues. Mais j'imagine que là aussi. Ben oui, le revers de la médaille existe. Les attaquants peuvent aussi utiliser le RL pour entraîner des IA à découvrir des failles de sécurité ou à créer des malwares intelligents qui s'adaptent pour éviter d'être détectés. C'est une vraie course aux armements, algorithmique. Avec toute cette complexité, comment on sait si une IA de sécurité fonctionne vraiment bien? Le simple taux de réussite, ça suffit? Ah, justement, non. C'est plus subtil. L'évaluation est absolument clé. Le taux de réussite global, l'accuracy, peut être très trompeur. Pourquoi? T normal, 99,9% du temps, aura une super accuracy, mais elle ratera peut-être la fraude importante. D'accord, je vois. Alors on utilise quoi? On utilise des métriques plus fines, comme le ROC-AUC. Ça mesure mieux la capacité du modèle à vraiment distinguer les vraies menaces des événements normaux. On regarde aussi la courbe ROC elle-même pour trouver le bon équilibre entre bloquer les attaques et éviter de générer trop de fausses alertes, les fameux faux positifs. Et les données dans tout ça? J'imagine que c'est crucial. C'est le nerf de la guerre. La qualité des données d'entraînement est primordiale. Elles doivent être diverses pour couvrir différents types d'attaques. Elles doivent être fraîches, à jour, parce que les menaces évoluent constamment. Et bien sûr, elles doivent être correctement étiquetées. Un modèle entraîné sur de mauvaises données sera au mieux inefficace, au pire dangereux. Gérer les faux positifs, ça reste un défi aussi, non? Un énorme défi pratique, oui. Trop de fausses alertes et les équipes de sécurité sont noyées. Elles finissent par ignorer les alertes importantes. Donc pour résumer un peu tout ça, l'IA en cybersécurité, c'est un domaine hyper dynamique. Les défenses doivent sans cesse évoluer, s'adapter en utilisant des techniques comme l'apprentissage fédéré, la formation adverse, et surtout, il faut une évaluation rigoureuse et continue. Et la qualité des données, j'insiste, reste fondamentale. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça implique? Ce qui me frappe, c'est cette capacité de l'IA, notamment avec les GANs, à créer des imitations quasi parfaites. Des voix, des visages, des textes, tellement réalistes qu'on a du mal à faire la différence. C'est vrai que les progrès sont bluffants. Et ça m'amène à une question, une réflexion pour conclure peut-être. Si l'IA devient capable de produire du contenu indiscernable de ce qui est réel ou humain, comment pourra-t-on vérifier l'authenticité? Comment savoir à quoi ou à qui on peut faire confiance dans nos interactions numériques demain? C'est vertigineux comme perspective.